Le secteur de la plasturgie évolue à grande vitesse, mais comment se portent vraiment les entreprises qui le composent? Quelles sont leurs priorités, leurs défis, leurs attentes? Aujourd'hui, on s'appuie sur des données concrètes et sur les résultats d'une vaste étude pour mieux comprendre l'état de santé du secteur et les perspectives qui se dessinent. Dans quelques instants, on vous présente les faits saillants du diagnostic sectoriel 2025 réalisé par Plastic Compétences. Restez avec nous, on débute dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Pour mieux comprendre les résultats du diagnostic sectoriel 2025 de la main-d'œuvre en plasturgie au Québec, on accueille aujourd'hui Marie-Hélène Hamelin, chargée de projet communication chez Plastic Compétences. Elle nous présente les faits saillants de cette étude rigoureuse, les grandes tendances qui se dégagent du terrain, ainsi que les défis exprimés par les entreprises de la plasturgie en matière de recrutement, de formation et de rétention du personnel. C'est l'occasion de prendre le pouls du secteur et de mieux outiller les manufacturiers pour l'avenir. Bonjour Marie-Hélène et bienvenue à Sortir du moule. Bonjour Simon, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. On va parler aujourd'hui du diagnostic sectoriel de l'industrie de la plasturgie qui a été réalisé par Plastic Compétences. J'aimerais qu'on commence par mettre les gens dans le bain ou dans le contexte. Est-ce que tu peux nous donner un peu les faits saillants du diagnostic puis comment l'industrie elle se situe actuellement, particulièrement en comparaison avec les diagnostics des années précédentes? Oui, avec plaisir. C'est un diagnostic qu'on fait aux 3 ans. Donc, effectivement, il y a toujours une partie là, où est-ce qu'on essaie de faire une comparaison avec l'édition précédente. Des fois, on va un peu plus loin aussi. Donc, dans les faits saillants, là, les grandes données qui donnent le portrait, en fait, cette année, en 2024-2025, l'industrie compte environ 22 000 travailleurs qui sont répartis dans 425 entreprises pour le secteur des plastiques et des composites au Québec. C'est un bassin d'employés qui est en croissance annuelle d'à peu près 1,2% depuis 2021. Donc, dans les dernières années, là, les années précédentes, on accusait une certaine baisse, rien de majeur, mais là, on voit qu'on commence à remonter. Donc, ça, c'est une belle nouvelle, puis c'est un fait là, qui effectivement était saillant pour nous, puis était très parlant sur le dynamisme, là, puis la forme de l'industrie. Justement, parlant de son dynamisme et de sa forme, c'est une industrie aussi qui est sous le signe de la croissance. La croissance annuelle de la rentabilité de l'industrie québécoise des plastiques et des composites est à peu près 2 fois plus forte que l'industrie manufacturière en général. Donc, concernant le chiffre d'affaires, il y a le plus du tiers des entreprises qui affirment qu'il a augmenté au cours des 3 dernières années. Il y a près du 2 tiers des entreprises aussi qui estiment que leur chiffre d'affaires augmentera au cours des 3 prochaines années. Seulement 2% anticipent une diminution. Donc, on est vraiment là dans une ère positive. Je mets un petit bémol, par exemple, là, sur les données que je donne, parce que tout ça, ça a été fait pré-Trump 2.0. Ah, OK, oui, parce que c'est vrai que l'enquête vient d'être diffusée, mais vous aviez fait vos travaux, vos recherches, vos enquêtes un petit peu avant. Exactement. Donc, effectivement, il faut faire un petit peu attention à tout ce qui est bonne nouvelle, croissance, exportation et tout ça. Il n'est pas dit qu'on fera pas un inter-diagnostic. Là, on le fait à tous les 3 ans, mais il n'est pas dit qu'on n'ira pas creuser là, pour aller voir un petit peu les répercussions là, de tout ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Mais lors de l'étude, en tout cas, si on regarde là, en 2024, c'est un beau vent de fraîcheur, un beau vent de dynamisme. Donc, c'est ça. Au niveau des composites, la moitié des entreprises, donc 48%, là, mentionnent avoir vécu une période de croissance depuis 3 ans, mais ce taux est inférieur pour les plastiques. Donc, eux autres, on est à 33%. Et c'est, en fait, c'est inversement l'inverse de ce qu'on disait il y a 3 ans. Donc ça, c'est intéressant à voir un peu là, qu'est-ce que les gens pensaient qu'il allait arriver, puis finalement, ce qui est arrivé, c'est vraiment l'inverse complet. Puis en 2021, il y a 72% des entreprises qui entrevoyaient une augmentation de leurs revenus. Mais comme on vient de voir, il y en a seulement 37% autour du tiers qui ont vécu cette augmentation de revenus-là. Par contre, la même proportion a conservé un revenu stable. Donc, on voit que les gens, oui, ils étaient optimistes en 2024. Ils l'étaient tout autant en 2021. Les faits, finalement, se sont avérés un petit peu moins positifs qu'entrevus, mais ça fonctionne quand même. Là. On demeure en croissance.
Ben, c'est une bonne nouvelle, puis on espère qu'avec l'effet, pour ne pas dire le mot Trump, on va se retrouver sur la blacklist internationale, mais que l'effet n'a pas trop d'impact sur nos entreprises. Puis effectivement, si vous êtes capable d'avoir des données intermédiaires juste pour valider l'impact, ça sera vraiment intéressant. Et justement, si vous deviez présenter les 3 principaux constats de votre diagnostic qui définissent l'état actuel de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites, quels seraient-ils? Ben écoute, c'est sûr que les 3 principaux constats dont je vais te parler, c'est vraiment les constats en lien avec la main-d'œuvre. Hein? Nous, on est vraiment toutes nos actions et donc nos recherches d'informations sont axées sur la main-d'œuvre. Donc, les 3, il y a d'autres constats à faire sur l'industrie, bien évidemment. Donc, je voudrais pas là, que tes auditeurs pensent qu'on escamote des bouts. Il n'y a pas d'importance, c'est une question de mandat et d'accomplir votre mission, mais tout est important, mais vous devez vous en choisir une voie qui est les ressources humaines, la main-d'œuvre. Exactement, tout à fait. Donc, à ce niveau-là, les 3 principaux constats qu'on a faits, c'est premièrement que le recrutement est difficile à tous les niveaux. 92% des employeurs trouvent le recrutement des travailleurs de production non spécialisés difficile ou très difficile. Et pour les postes spécialisés, donc l'entièreté finalement, là, si on met les deux ensemble, c'est 87% des employeurs qui trouvent ça difficile ou très difficile. Donc, c'est pas juste une tendance, là, c'est majeur comme constat. On le voyait venir depuis plusieurs années. C'est pas la première fois là, que ça ressort comme étant difficile, mais ça atteint des sommets inégalés jusqu'à maintenant. Aussi, un grand constat qu'on a fait, c'est que l'industrie de la plasturgie n'est pas concurrentielle du tout au plan de la rémunération. En fait, les plastiques et les composites accentuaient déjà un retard en 2020 par rapport au secteur manufacturier général. Donc, en 2020, la moyenne des salaires pour le manufacturier, pour le plastique, et les composites était de 2,88 $ inférieur à la moyenne du secteur manufacturier québécois. Puis en 2023, cette différence-là entre les deux est passée à 4,24 $. Donc, c'est assez important quand même comme écart. C'est majeur comme écart, là. C'est majeur. Donc, puis on va voir aussi, oui, il y a la rémunération, mais il y a aussi la modernisation. C'est un petit peu plus long pour l'industrie, tout ça. Fait que tout ça mis ensemble, les salaires moins élevés, la modernisation qui est peut-être pas aussi rapide que dans d'autres industries, évidemment, là, toute la notoriété publique associée aux matériaux de la plasturgie, ben c'est sûr que ça vient rendre le recrutement difficile, comme la fameuse phrase le dit, là, tout est dans tout. Donc, c'est des constats séparés, mais il y a un lien très, très fort entre eux autres, là. Par contre, pour ce qui est justement, là, un autre constat qu'on fait, c'est que pour ce qui est de la transition verte et de la transition numérique, on voit que ça commence à prendre de l'importance. On avait fait une étude numérique en 2021 sur la maturité numérique des entreprises. On a repris certaines des questions exactes dans notre diagnostic de 2024 pour réussir à voir s'il y avait une évolution. Puis oui, il y en a une. Donc ça, on est super content de ça, là. Ça, c'est un beau constat qui est tourné vers l'avenir puis qui vient peut-être un petit peu avec le souffle de dynamisme là, puis de croissance anticipée. Parmi tous les défis et les opportunités identifiées, lequel représente, selon toi, le plus grand levier de croissance pour une entreprise qui est désireuse de, ici pour faire un petit jeu de mots, sortir du moule au cours des 5 prochaines années? Écoute, sinon c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse là, parce que les informations qu'on a sont de cet ordre-là, puis les solutions qu'on connaît le mieux chez Place Compétences, évidemment, sont de cet ordre-là aussi. Nous, on croit fermement et profondément que pour sortir du moule, il faut investir dans l'innovation RH puis dans l'innovation organisationnelle. Je pense que les entreprises qui repensent leurs pratiques, que ce soit au niveau du recrutement, de l'intégration, de la formation continue, du compagnonnage, là, tout ça, les entreprises qui repensent à ces pratiques-là, qui les développent, qui les poussent un peu plus loin, qui s'inspirent, qui vont travailler ensemble avec d'autres entreprises du secteur ou autres, là, c'est ceux-là qui vont réussir à attirer puis à garder du talent. Et puis, tu sais, bâtir une marque employeur forte, par exemple, là, puis investir dans les compétences, autant les compétences douces que les compétences techniques, qu'elles soient en lien avec le 4.0 ou non, là, on peut tirer de tout bord, tout côté, puis réussir à frapper des cibles à chaque fois, là.
Donc, il y a des gains de productivité, il y a des gains en attractivité, puis surtout, il y a des gains en rétention. Tu sais, les entreprises mettent assez de temps pour rendre leurs travailleurs autonomes, compétents, polyvalents souvent. De plus en plus, en fait, on va miser sur la polyvalence, mettre assez d'énergie, de temps, d'argent. On veut les garder, là, on veut pas qu'ils aillent mettre toutes ces belles, ces beaux trucs-là développés au profit de quelqu'un d'autre à côté, là. Donc, oui, l'attraction, oui, la productivité, mais je crois que le nerf de la guerre, c'est dans la rétention des bons talents. Puis ça, ben, ça passe par une innovation organisationnelle puis une innovation RH aussi. Et justement, parlant de mise en évidence, là, autant par le diagnostic que par la situation qu'on vient d'énumérer, il y a une pénurie de main-d'œuvre importante. Quelles seraient, selon toi, les 3 compétences techniques qui sont les plus critiques que les entreprises de l'industrie devraient prioriser pour faire face à cette pénurie-là, puis assurer leur croissance? J'aime beaucoup cette question-là, mais je vais te la défier un peu. Parce que... On est là pour sortir du moule. Parfait, excellent, on sort du moule. En fait, j'accroche pas, là, je dévie sur le mot compétences techniques à prioriser. De plus en plus avec les discussions qu'on a avec les entreprises, puis je suis convaincue que toi aussi, avec les discussions que toi tu as avec les entreprises, tu ressens la même chose. Et avec le diagnostic, c'est très, très clair que les compétences douces prennent une importance majeure par rapport aux compétences techniques. Excuse-moi, précisons, compétences douces. Compétences douces, là, c'est toutes les compétences qui viennent avec le savoir-être, le savoir-vivre. Donc, on parle d'autonomie, de polyvalence, de collaboration et communication, de résolution de problèmes. Donc, vraiment, là, tout ce qui n'est pas technique, manuel, scientifique. Qui n'est pas dans le savoir-faire. Exactement. C'est un savoir-être et ça prend de plus en plus d'importance. Et c'est nommé de plus en plus comme étant nécessaire. On le sait, là, les programmes scolaires, là, malheureusement, qui touchent nos métiers dans notre industrie, sont loin d'être remplis. Donc, les entreprises, ça fait... C'est pas nouveau, ça, là. Donc, les entreprises, ça fait plus d'une décennie qu'elles se sont organisées à l'interne, tant bien que mal, des fois avec des départements complets, puis des fois avec les moyens du bord, pour trouver des façons de former techniquement à l'interne. Il y en a plus tant que ça des diplômés. Donc, les entreprises n'ont pas le choix de former techniquement à l'interne puis d'apprendre aux gens quoi faire techniquement à l'interne. Et là, c'est sûr que la transition numérique les amène ailleurs, là. Donc, là, ils vont aussi bientôt avoir besoin de renforts pour les compétences techniques. Mais les compétences douces, la formation est super difficile pour ces compétences-là, là. Autant à l'école que pour les parents qui ont formé ces enfants-là, que pour les patrons ensuite, les superviseurs. Donc, on a posé la question vraiment là dans le diagnostic sectoriel, là, c'était quelles sont les compétences et les connaissances critiques à développer dans les prochaines années. Et ce qui est sorti en premier, ce n'est pas une compétence technique, crois-le ou non, c'est la capacité de s'adapter aux changements et la polyvalence. Donc, c'est 23% des entreprises, le quart des entreprises qui ont dit que c'était la première compétence à développer. Ensuite, les entreprises ont toutes mis ensemble les compétences techniques diverses et spécifiques. Donc, ça peut être de l'assemblage, de la finition, du calibrage, contrôle qualité, connaissance de la matière, des plastiques, des composites, notions de base. Donc, mais tout ça, les entreprises ont nommé ça dans un paquet. C'était pas, entre guillemets, assez important pour les sortir chacune, comme ils ont fait pour les compétences douces. Puis en troisième, c'est la communication et la collaboration qui arrivent en importance avec 18%. Donc c'est vraiment, c'est particulier, là. Ça, c'est la première fois que c'est ces compétences-là qui ressortent comme étant les plus critiques à développer. Puis, en entrevue individuelle, les entreprises ont souligné que pour le recrutement de la main-d'œuvre non spécialisée, la motivation du travailleur dans son emploi puis sa débrouillardise étaient les principaux critères qu'ils évaluaient. Donc, même pas, tu sais, puis on s'entend que du non spécialisé, tu peux, entre guillemets, là, je veux dire facilement, mais là, je vais pas me faire garrocher des roches, là, mais
tu peux facilement trouver quelqu'un qui aurait fait un emploi semblable et dont les compétences sont facilement transférables. Mais c'est même pas ça qu'ils regardent en priorité. C'est la débrouillardise, puis la motivation du travailleur. Donc, la plupart des compétences importantes s'alignent avec ce constat-là. Là. Donc, résolution de problèmes, autonomie, jugement critique, ça s'aligne avec ça. Donc, longue histoire courte, pour bifurquer un petit peu du compétence technique, il y en a à développer, c'est certain. Puis comme on le voit, la maturité numérique va faire en sorte, je crois, que le balancier va revenir et qu'il va y avoir de la compétence technique à développer de façon majeure. Puis il y en a encore, là. Mais dans ce qui est anticipé, puis on voit là, que si c'est la compétence qui est anticipée, on comprend que c'est là que les problèmes actuels résident. Là. Ben oui, donc si je comprends bien, les entreprises sont capables de former sur place le côté technique, montrer un peu le travail, mais si la personne n'est pas capable de communiquer, pas capable de se présenter au travail, des fois on entend des histoires d'horreur là-dessus, de collaborer, c'est sûr que quand même tu voudras avoir les meilleures compétences techniques, ça ne sera pas possible. Et exactement, puis tu sais, j'allais dire, oui, les entreprises forment à l'interne beaucoup, le compagnonnage est très présent. Il y a aussi, évidemment, d'autres ressources qui viennent les aider avec certaines notions. Tu sais, ils peuvent prendre, il y a des cours là, qu'ils peuvent prendre à l'extérieur, notamment chez Plastic Compétences, bien sûr. Il y a le programme d'apprentissage en milieu de travail aussi. Donc, ils sont très outillés techniquement, autant par ce qu'ils ont développé à l'interne que par ce qui existe à l'externe. Mais là, même nous, en tant que comité sectoriel, on commence de plus en plus à développer des formations sur les compétences douces. Veut pas. Là, les entreprises le réalisent maintenant, mais c'est sûr que avec les études là, plus larges des dernières années, ben nous, c'est notre job aussi comme comité sectoriel de voir ça venir puis de commencer à préparer d'avance là, pour qu'un coup que les entreprises sont prêtes, on a quelque chose à leur donner. Mais effectivement, là, on le voit que ça commence à prendre l'importance. Est-ce que, puis là, je déroge peut-être de l'étude, puis vous n'êtes peut-être pas allé jusque-là, est-ce qu'il y a un constat peut-être de conditions de statut qui est générationnel? Parce que dans mes expériences passées, avoir eu à gérer les Y à l'époque, là, ça commençait. Là, maintenant, on a les X, on n'a pas les X, on les avait, mais les milléniaux, les ci, les ça. Est-ce qu'il y a justement un impact générationnel là, qui crée ces enjeux de compétences douces-là? Complètement, Simon. Ta question est excellente. Là, j'ai pas ces chiffres-là sous la main, mais je vais t'inviter, je vais inviter tes auditeurs à aller voir l'étude, le diagnostic au complet là, sur le site web de Plastic Compétences dans la section Industrie, Publication. Mais autant dans les chiffres que dans les forums, les groupes de discussion qu'on a fait après, là, donc dans les entrevues avec des gestionnaires, et des travailleurs. On avait des entrevues avec des gestionnaires et des travailleurs. Et les chiffres aussi le démontrent que la nouvelle génération, mais surtout la plus récente, là, nouvelle génération, sont vraiment, définitivement moins intéressés à se faire former qu'avant. Et le changement entre 2021 et 2024, là, le fossé s'agrandit, là. Oui, exactement. Tu donnes la belle. En fait, c'était même pas un fossé avant. Okay. En 2021, c'était même pas un fossé dans le sens où il y avait comme en haut de 80% des travailleurs qui désiraient se faire former. Les employeurs étaient bien au courant de ça. Ils essayaient tant bien que mal. Puis les travailleurs trouvaient qu'il en manquait un petit peu. Là, il y en aurait pris plus. Et les employeurs étaient bien conscients de ça. Là. C'était ça la réalité. Là, cette année, quand l'étude est arrivée, on a vu que le chiffre des nombres de travailleurs qui désiraient se faire former a chuté drastiquement. Je suis pas certaine, mais je suis même pas sûre que ça atteignait le 70%. Là. Et quand on a vu ces données-là, nous, ce qu'on s'est dit, c'est voyons donc, la question a été mal posée, il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Donc, on a mandaté la firme qui travaillait l'étude d'aller creuser cette question-là dans les entrevues individuelles et de groupe pour vraiment s'assurer de comprendre. Et les entrevues sont venues confirmer la même chose exactement, autant du bord des employeurs que des travailleurs. Donc oui, pour répondre à ta question, il y a vraiment une dimension générationnelle à ça.
Ah, ben malheureusement. ça confirme bien les choses, puis ça peut peut-être orienter les stratégies futures pour y faire face. Et Exactement. justement, en matière de formation, le rapport identifie des besoins spécifiques en lien notamment avec des lacunes de formation pour des postes hautement stratégiques et techniques. Comment on pourrait pallier à ça? Ah, comment on peut pallier? Écoute, il y a plusieurs solutions possibles. Tu sais, on est dans un monde de solutions. Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs organismes comme Alliance Polymère Québec, comme Place Compétences, comme, tu sais, qui travaillent là, pour aider. Donc oui, je dirais que renforcer la collaboration industrie-éducation, je pense que ça peut être quelque chose de super intéressant. Il existe des programmes là, d'AEP ou de DEP où est-ce que les salaires peuvent être remboursés. Les étudiants sont à moitié du temps dans leur entreprise, l'autre moitié du temps en école. Puis ben, c'est sûr que ces programmes-là, au-delà du fait que ça améliore évidemment les compétences des travailleurs, donc la productivité de l'entreprise, ça améliore l'estime de soi parce que, hey, on diplôme toujours bien du monde qui l'avait peut-être pas, qui avait pas leur DEP, un autre DEP ou un AEP ou tout ça. Mais c'est qu'en plus, ça favorise les liens, là. Plus il y a des travailleurs qui se retrouvent dans les écoles, plus les écoles sont au courant, se font poser des questions et tout ça par rapport à la vraie réalité, par rapport à où est-ce que les entreprises sont rendues. Les écoles peuvent adapter aussi leur façon d'enseigner. Donc ça, c'est vraiment gagnant-gagnant. Tout ce qui est évidemment là, formé en continu à l'interne, que ce soit par le compagnonnage, la micro-formation ciblée, du mentorat, un programme d'intégration strict et rigoureux qui est toujours le même. Là. Donc, tout le monde parle toujours le même langage, apprend les mêmes mots, les mêmes façons de faire. Mobiliser les ressources sectorielles autour des entreprises, là, les formations, les outils Plastic-Compétences, utiliser les PAMT là, qui sont offerts par Service Québec, les partenariats avec les CCTT, vraiment plein de choses comme ça. Utiliser les données aussi pour orienter les investissements de formation des employeurs, puis inciter le partage des ressources pour les PME et pour des partenariats interentreprises. Puis ça, Alliance Polymère Québec, vous êtes un partenaire de choix là, pour ce genre d'initiative-là, que les entreprises peuvent en profiter, peuvent venir voir ce que vous faites, puis réussir à s'entraider tout le monde. Là. Tu sais, des fois, les gens vont dire, vont avoir l'impression qu'une entreprise de plastique à côté de chez eux, c'est un compétiteur. Et c'est sûr, c'est un compétiteur RH, mais si on voyait ça comme faire une industrie forte, tout le monde ensemble, puis qu'au niveau RH, tout le monde atteignait un certain niveau, là je suis dans l'utopie totale, là, mais si Non, tout le mais monde faut atteint... viser vers ça. Faut sortir, faut rêver, puis faut sortir des sentiers battus justement pour avoir un peu cette utopie-là et autres pour avancer. Là. Fait que c'est bien. Là, Ben, exactement, tu sais, dans mon rêve, dans mon utopie, si toutes les entreprises atteignent un niveau RH acceptable, voire vraiment le fun, ben les entreprises de plasturgie ne seront plus compétitives entre elles. Là. Tu vas pas changer un 4,30 cents pour une pièce. Donc, l'idée, c'est de garder le monde dans le bassin, dans l'industrie, mais principalement dans l'entreprise. Tu sais. Puis il y a aussi, évidemment, là, les entreprises peuvent s'organiser ensemble, pas ensemble, mais elles-mêmes, pour créer des micro-formations internes. Là. J'en parlais tantôt, un programme d'intégration où est-ce qu'il y a des bouts de formation qui sont faits à l'interne, des bouts de formation où est-ce que l'entreprise prend des formations qui ont été développées à l'externe, d'autres où est-ce qu'ils vont prendre le PAMT. Hey, le PAMT, là, c'est un programme de formation de compagnonnage qui donne des crédits d'impôt annuels de plusieurs milliers de dollars. Là. Et donc, pendant ce il n'y a pas juste l'avantage des compétences qui sont acquises. En plus, il y a un retour financier. Donc, l'investissement est réduit autour de pour des bénéfices vraiment supplémentaires. Ben, tout azimut, là. Puis ça, c'est par travailleur, là. Si t'as trois travailleurs qui font le PAMT, là, dans les conditions optimales, meilleures possibles, là, c'est quasiment 25 000 piastres de crédit d'impôt. Donc tu sais, il y a des solutions, oui, pour pallier les lacunes de formation, pour les postes stratégiques, tout ça, mais ça pallie d'autres problèmes aussi. Donc ça, puis en dernier, il y en a d'autres solutions, mais je dirais peut-être aussi profiter des formations duales puis alternance travail-études qui existent. J'en ai glissé un mot tantôt, là, mais tu sais, il y a des DEP, des AEP. Présentement, on a des subventions où est-ce que le salaire est remboursé au complet pour les heures en formation. La moitié est à l'école, la moitié est pas en usine, mais en usine.
Donc ça, c'est super intéressant aussi, là. Puis ça amène les gens plus loin, ça amène les travailleurs plus loin, puis forcément l'entreprise aussi, là. Maintenant, parlons de l'importance des technologies 4.0. Dans le diagnostic sectoriel, vous avez souligné justement l'importance de ces nouvelles technologies-là. Et quelles sont justement, selon vous, les technologies les plus prometteuses pour les PME de l'industrie de la plasturgie et comment elles pourraient permettre de surmonter les obstacles financiers et humains pour les adopter? Écoute, c'est sûr qu'il y aurait peut-être des collaborateurs là, techniques mieux placés que nous là, pour répondre à ça. Mais c'est sûr que je te dirais que dans la généralité, là, c'est sûr que l'automatisation, la robotisation sont quelque chose qui s'en vient de plus en plus, qui est présent déjà, mais qui va tendre à être de plus en plus présent. La robotisation collaborative, aussi la fabrication additive, évidemment, puis tout ce qui est le système de suivi en temps réel, là, traitement de la donnée, puis tout ça, là, tout ce qui est 4.0, là, donc analyse des informations retenues et décision par la technologie ou l'intelligence artificielle, là, ou tous ces trucs mis ensemble. C'est sûr que les obstacles de tout ça, ben, c'est des coûts extrêmement élevés. Puis là, présentement, on revient tout le temps à ça, mais c'est ça pareil, avec tout ce qui se passe avec nos voisins du Sud. Il y a une incertitude, ça, on ne se cachera pas. Il y a une incertitude, puis ben, dans l'incertitude, malheureusement, c'est les investissements. Les investissements font partie de ce qui tombe en premier, qui sont mis sur pause. Donc ça va être difficile de sortir de ce cycle vicieux-là. Évidemment, un manque de ressources de personnel, là, de ressources humaines qui est qualifié pour travailler, former et tout ça sur ces technologies-là. C'est sûr qu'il y a des projets pilotes qui sont accessibles. Il y a des formations aussi qui sont accessibles. On en a travaillé une ensemble, là, justement, là, Alliance Polymère Québec puis Plastique Compétences sur la transition numérique pour les entreprises. On est en train de la bonifier suite aux pilotes qu'on a fait. La mutualisation entre PME, encore là, sur laquelle tu travailles, peut être super intéressante. Les subventions, il y a des subventions qui sont disponibles. Puis l'implication des travailleurs dès le départ de toutes ces opérations-là puis ces actions-là est super importante, là, voire cruciale au fonctionnement de tout ça. Donc, c'est une nouvelle façon de faire aussi. Il y a certaines entreprises qui pratiquent ça qui se sont pratiquées à faire ça depuis longtemps, ne sachant pas que c'est là que ça allait leur servir. Puis là, eux autres sont habitués, ils ont fait leurs essais-erreurs, puis ça, je crois qu'elles vont s'en sortir gagnantes et elles vont en sortir premières de file. Mais il y a d'autres entreprises qui doivent absolument comprendre rapidement qu'il y a aucun de ces changements-là, là, technologiques majeurs qui vont se vivre sans les travailleurs de plancher dès le départ là, impliqués dans le projet. Fait qu'au niveau des technologies prometteuses, c'est ce que je te dirais, de ce que je connais, de ce que nous on voit. Par contre, ce que je trouve qui est très prometteur en général, c'est que en 3 ans, là, donc l'ancienne étude qu'on a faite numérique jusqu'à celle qu'on a faite en 2024, en 3 ans, le nombre d'entreprises qui s'intéressent à l'industrie 4.0, au virage numérique, a grandement augmenté. Et ça, on en est vraiment content parce que c'était franchement inquiétant en 2021. Là. Écoute, en 2021, 37% des répondants, donc des entreprises qu'on a contactées, n'avaient jamais entendu parler de l'industrie 4.0. En 2024, ce chiffre-là a chuté à 13%. C'est plus rassurant. C'est très rassurant et effectivement, là, justement, ça donne quelque chose de promoteur. Là. Fait que, tu sais, ça a chuté à 13%, mais en plus de ça, il y a plus de gens qui en ont entendu parler, mais c'est pas juste d'en entendre parler. Il y a 39% des entreprises qui ont amorcé un virage numérique déjà. De celles-ci, il y en a 28% qui ont déjà débuté l'implantation, puis il y en a 12% là, qui sont en planification. Donc c'est réel, là. C'est une roue qui commence à tourner pour vrai. Et il y a 23% d'entreprises de plus qui prévoient s'y mettre d'ici 3 ans. Donc, on est vraiment là, justement, dans une roue, dans un engrenage. Et ça, c'est vraiment très rassurant pour le futur de l'industrie.
je te dirais qu'il y a 3 ans, on a vécu une petite panique à l'interne, là. Non, puis je pense que la panique était un peu partout parce qu'on s'enlignait vers un enjeu majeur là, avec la productivité. On le sait qu'il y a un enjeu de productivité, puis ça passe par le 4.0, tout le moins par le numérique sur certains aspects. Donc, de voir que ça c'est en train de se rétablir, puis que les entreprises ont commencé le virage, puis un changement de culture organisationnelle dans ce sens-là, ben, c'est rassurant hein, parce qu'il y allait avoir des entreprises qui allaient être en péril là, si ça n'avait pas changé. Complètement. Et ce qui a trait à l'innovation, je pense que dans les statistiques aussi ou dans les chiffres, on voit qu'il y a un changement aussi de portrait. Là, et vous mentionnez dans le rapport que les tendances en matière de durabilité et d'économie circulaire commencent à se faire voir. Quels sont les faits saillants que les entreprises doivent absolument retenir et comment les tendances qu'on observe peuvent-elles devenir des leviers de compétitivité plutôt que des simples contraintes réglementaires? Écoute, de plusieurs façons. Je te dirais qu'en premier, là, les faits saillants un peu ou les premiers ou les premiers axes où les entreprises travaillent, là, c'est vraiment tout ce qui est réduction à la source, recyclabilité accrue, intégration de matières recyclées. Je te dirais que c'est par là que les entreprises de l'industrie commencent en général. Là, je dis commencent, mais on le sait que dans notre industrie, il y en a plusieurs qui ont comme leur propre mini-centre de recyclage à l'interne. Ils vont refondre leur retail, les grinder, tout ça. Donc vraiment, notre industrie elle avait un petit pas d'avance, là, je te dirais, sur bien des industries à ce niveau-là. Mais là, on est vraiment dans accroître cela pour, oui, évidemment, la durabilité, l'économie circulaire, mais aussi pour répondre aux demandes croissantes là, des clients. Ça, on le retrouve pas dans le diagnostic sectoriel, mais dans la planification stratégique qui a suivi, qu'on a fait avec plusieurs entreprises. Tu étais là d'ailleurs. Je sais pas à votre table si ça jasait de ça, mais à plusieurs tables, ça jasait du fait que les clients de nos entreprises demandent de plus en plus des pratiques éco-responsables qui favorisent la durabilité, le développement durable et tout ça, demander des certifications et tout ça. Donc, nos entreprises se retrouvent où c'est pas seulement une question de valeur, de valeur du propriétaire. C'est pas seulement une question de réglementation. C'est maintenant une question de je vais-tu avoir la commande ou non? Est-ce que je me démarque de mon compétiteur avec des pratiques de développement durable ou non? Donc, ça, c'est un tout nouveau paradigme. C'est une toute nouvelle question. Et ça fait en sorte que les entreprises ont décidé qu'elles allaient s'y mettre. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis en même temps, c'est un cheminement naturel aussi. Donc, en n'étant pas forcé, ça s'amorce toujours mieux. Exactement. Puis, veut pas, à partir du moment où c'est ça que le marché te demande, ben à la seconde où tu adoptes des pratiques comme ça, ben tu renforces ta compétitivité instantanément. Là. Puis l'idée, ben pour les entreprises, c'est pas facile à faire, on s'entend, là, c'est vraiment pas facile à faire. Mais l'idée, c'est de voir la durabilité non pas comme une contrainte, mais comme un moteur d'innovation et de procédé. Donc, comment, à partir de maintenant, faire en sorte que tous nos changements soient mus, soient impulsés par ce moteur-là de durabilité, ben c'est un changement de vision 360. Là. Donc, c'est pas facile à faire. Mais pour le moment, il y a... je sais pas si je devrais dire seulement ou déjà. Je vais dire déjà, je trouve ça plus positif. Il y a déjà 30% des entreprises qui ont initié dans les 5 dernières années des changements en raison des enjeux de transition verte. Il y en a plus dans les plastiques que dans les composites. 33% plastique, 24% en composite. Mais toutes les entreprises à qui on a parlé dans les groupes de discussion, dans les entrevues individuelles et à la planification stratégique ont affirmé que ces chiffres-là allaient augmenter et que ce serait très différent dans 3 ans, ce chiffre-là de 30%, qu'il y en avoir beaucoup plus. J'ai très hâte de voir. Encore une fois, est-ce que ça va être freiné par l'incertitude actuelle? Ça, on dirait que je le sais pas, étant donné que c'est demandé par les clients. À moins que pour les clients aussi, ça se diminue en importance, mais si ça continue d'être demandé par les clients, je suis pas sûre que nos entreprises vont avoir le luxe de tasser ça de côté tant que ça. Là. Et c'est une bonne chose pour tout le monde.
Oui, puis même, je Donc, dirais, tu sais, on parle de nos voisins du Sud, mais on avait l'habitude de travailler avec nos voisins du Sud d'une façon quasiment systématique et on ne se cachera pas que leur approche du développement durable est moins prononcée que dans certains autres pays, surtout en Europe. Et là, avec le changement un peu de paradigme puis de développement des exportations de marché, on s'en va un peu plus vers l'Europe. Cette tendance-là va peut-être même s'accroître de devoir montrer patte blanche au niveau environnement ou de s'impliquer un peu plus parce que l'Europe est beaucoup plus en avance et beaucoup plus stricte là, en matière de développement durable pour les oui, tu as industries raison. manufacturières. C'est vrai que si toutes nos tentatives de shifter le marché, pardonnez l'anglais, de shifter le marché vers l'Europe sont fructueuses, ben effectivement, ça va accélérer tout ce développement durable-là. Là, puis, encore une fois, ce n'est que bonne nouvelle pour tous. Exactement. Et finalement, en terminant, Marie-Hélène Hamelin, chargée de projet en communication de Plastique Compétences depuis je ne sais pas combien d'années, depuis très, très, très longtemps. 17 ans 17 ans, et en charge du diagnostic sectoriel depuis probablement 17 ans aussi. 7 ans au mois d'octobre. Si tu avais un seul conseil stratégique à donner aux entreprises en te basant sur les données du diagnostic, quel serait le conseil pour les aider à sortir du moule, pour garder notre thématique, puis de se démarquer, puis de continuer à se développer? Mon plus grand conseil, là, c'est de miser sur la formation puis le développement des compétences. Parce que c'est ce qui va aider une entreprise à toujours avancer à tous les niveaux. C'est sûr là, que nous, on parle beaucoup des compétences là, à ce qui touche les emplois de production, là, notion de base, hydraulique, superviseur efficace et tout ça. Mais ça va partout. Là. La comptable aussi, si elle augmente ses compétences en Excel ou en intelligence artificielle, elle va réussir à faire plus vite son travail et le temps qui lui reste, elle va pouvoir développer d'autres façons de faire, trouver des nouvelles façons d'améliorer ses actions. Là. Vraiment, le développement de la compétence va amener tout le monde dans l'entreprise un peu plus loin. Le gestionnaire, le directeur général qui prend des cours de leadership, ça va amener sa gang plus loin. Donc, tout passe par là, je trouve. Et de travailler la polyvalence aussi, de former pas toujours seulement la personne la plus ciblée sur une formation X, mais s'il y en a 3-4 dans l'entreprise qui reçoivent une même formation, qui réfléchissent à ce qu'ils ont appris, qui mettent en commun, qui se mettent à parler le même langage, ça réduit les problèmes, ça augmente la résolution de problèmes. Donc, je pense vraiment que tout passe par là. Et je pense aussi que pour ce qui est d'attraction et de rétention, c'est un plus petit conseil que je donne, puis il n'est pas facile à donner là, parce qu'il n'est pas facile à suivre. Là. On le sait bien que tout le monde donnerait des salaires faramineux s'il le pouvait. Là. C'est des entreprises en région, en communauté, c'est notre gang. On aimerait ça leur donner le plus gros salaire possible. Là. Donc, je me garde une petite gêne, mais quand même, on ne peut pas se permettre d'accuser un tel retard par rapport au secteur manufacturier québécois en général et s'attendre à avoir des résultats d'attraction et de rétention supérieurs au secteur manufacturier en général. Veut pas, les gens ont besoin de manger. L'augmentation des prix partout fait en sorte que ça crée une pression sur les gens, les familles. Je pense qu'il y a une partie du succès qui passe par là aussi. Là. Mais principalement, la formation, le développement des compétences, ça développe tout. Ça développe l'entreprise, ça développe l'entrepreneuriat, la collaboration et tout ça. Mais je rajouterais une petite cloche à côté sur les salaires aussi. Là. Toujours en regardant ça d'un côté d'attraction et de rétention. Bien, Marie-Hélène, merci beaucoup. Très intéressant, très instructif. Puis on invite les gens justement à consulter le rapport diagnostic sectoriel sur votre site web là, à plasticompétences.ca pour en savoir plus, pour avoir encore plus de données. Puis sinon, vous contacter pour en savoir plus sur vos services. Vous avez beaucoup d'opportunités de formation, d'accompagnement dans la main-d'œuvre. Donc, les bonnes personnes à joindre. Bien, ça me fait plaisir. Puis on est disponible n'importe quand pour travailler avec toi. Puis merci à toi pour cette initiative-là du balado. Sortir du moule, je pense que, tu vois, on est dans l'innovation, on est dans rester à jour là, sur nos façons de communiquer, nos façons d'informer, puis ça permet des discussions qui vont beaucoup plus en profondeur, puis c'est intéressant à écouter. Des fois, les gens vont écouter beaucoup plus un balado que lire un article en profondeur, tout ça. Donc,
merci de le faire pour l'industrie, puis on est avec toi, puis on peut t'aider autant qu'on peut, autant que tu en as besoin. Ça fait plaisir. Vous êtes les bienvenus en tout temps. N'hésitez pas à me faire signe avec vos nouveaux sujets. Vous avez une belle tribune, puis c'est là pour ça. Un gros merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. C'était Mme Marie-Hélène Hamelin, chargée de projet communication chez Plastique Compétences. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et surtout à sortir du moule. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez j'aime, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos collègues et amis et surtout abonnez-vous à Sortir du moule sur votre plateforme préférée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Simon Chrétien, c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. À très bientôt sur Sortir du moule et pour ne rien manquer sur l'industrie des plastiques et des matériaux composés du Québec, visitez polymerquebec.com.